Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour cette émission spéciale en direct de Vars-sur-Rosée. Une quinzaine d'auteurs régionaux sont présents et se succéderont en plateau pendant 1 heure pour nous présenter leurs livres. Alors il est 14h30, en ce dimanche 4 septembre, c'est donc la 3e édition des rencontres littéraires de Vars-sur-Rosée. Avant de donner la parole aux auteurs, je remercie les organisateurs. Jean-Marie Lapouge, président du comité des fêtes. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Richard. Et Josie Paillet de la librairie du Parc à Objat. Bonjour Josie. Bonjour Richard. Je remercie également Antoine, notre réalisateur, pour cette première émission de Corrèze Télévision en direct et délocalisée, qui est également sa première à lui. Bonne chance à toi Antoine. Et Gérard qui assure le bon déroulé de l'émission. Alors je le disais, ce sont 18 auteurs qui sont présents aujourd'hui à Vars pour ce salon, le 3e salon. Jean-Marie, vous qui êtes à l'initiative de ce salon, que va-t-on retrouver aujourd'hui ? Alors c'est la 3e édition de notre salon littéraire à Vars-sur-Rosée. Déjà Vars-sur-Rosée, il faudrait peut-être le situer. Bah oui, alors déjà c'est magnifique, mais où est-on exactement ? Alors on est dans le canton de l'Issandonnais, dans le bassin du pays de Brive. On est à une quinzaine de kilomètres au nord de Brive, à la limite de la Corrèze et de la Dordogne. Nous sommes sur une colline et ce beau village de grès rouge domine la vallée du pays de Brive. C'est ça, on a à peu près le même grès qu'à Collonges quasiment. Oui, c'est Collonges, voilà, c'est un petit Collonges-la-Rouge. Alors j'ai l'habitude de dire que c'est Collonges-la-Rouge sans les marchands du temple. Voilà. Et en plus petit, parce que c'est quoi ? C'est 300, 400 habitants ? C'est 390 habitants, voilà. Ça reste très à taille humaine. Et un salon du livre, du coup. Et un salon du livre pour la 3e année consécutive. Alors, salon du livre qui a lieu cette année en septembre, qui habituellement s'appelle le Printemps du livre. Mais on n'a pas pu faire en avril, puisqu'en avril, il y a eu les élections présidentielles, les 2 tours, et entre les deux, il y avait le week-end de Pâques. Donc, c'était compliqué de faire ça au mois d'avril. Donc, on a décalé au mois de septembre. Bien nous en a pris, parce que vous avez vu le temps qu'il fait, c'est absolument extraordinaire. Magnifique, radieux. Radieux. Il fait beau ici, on est sur cette place de l'église. En plus, donc, décalé, on est en plus à la rentrée, c'est la rentrée des libraires. Beaucoup d'auteurs ont des nouveaux romans ou vont avoir des nouveaux romans à nous présenter. Josie, donc à la librairie du Parc à Objat, c'était une évidence de venir ici épauler Jean-Marie ? Ben, moi, j'accompagne absolument dans le secteur toutes les manifestations. Je fais aussi des cafés littéraires qui ont lieu à Saint-Robert tous les derniers jeudis du mois. Et puis après, j'accompagne les auteurs quand ils ont besoin de faire une dédicace, des choses comme ça. Et alors donc là, on est à 18 auteurs. Quel a été le choix ? Est-ce qu'il y a eu un thème ? Comment ça s'est organisé ? Non, il n'y a pas de thème, il n'y a pas de choix. C'est surtout Jean-Marie, qui fait qui recrute, on va dire, les auteurs. Moi, je suis là pour accompagner puisque je suis la libraire et je fournis les livres. Après, on a aussi beaucoup d'auteurs en compte d'auteurs, c'est-à-dire qui passent pas par la librairie, qui vendent leurs livres par leurs propres moyens. Voilà, c'est ce que nous avons voulu à Vars. Nous avons voulu le mélange des genres, déjà mélange des genres littéraires, hein, bien sûr. Il y a du roman historique, des sagas familiales, il y a de l'histoire, il y a de la science-fiction. Et on a aussi voulu mélanger les auteurs en compte d'auteurs, à qui il faut donner une chance, voilà, parce qu'il faut bien démarrer, et puis les auteurs qui sont déjà installés dans des maisons d'édition où c'est, je dirais, un tout petit peu plus facile. Voilà, on mélange les genres, voilà, ça permet de se rencontrer et de donner une chance à tout le monde. Et ils sont 17, ils vont se succéder. 18, pardon. Merci Josie. Vous allez laisser la place au premier d'entre eux, Jean-Paul Malaval, qui va arriver. Jean-Paul. Donc on va parler de la vallée des eaux amères. Bonjour Jean-Paul. Bonjour. Alors vous êtes l'enfant du pays ? Oui, on peut dire ça, oui. J'ai passé mon enfance ici, et puis j'ai été journaliste ensuite, je suis parti, et puis je suis revenu. Mais c'est un lieu idéal pour écrire, vous savez, ici c'est calme, c'est magnifique. Oui, voilà, j'ai ma maison. Bon, ça va très bien. Et Jean-Paul a exercé pendant 2 mandatures la fonction de maire de Vars. 3. 3 ? 3. Ah pardon, je pensais que oui. c'était 2. 3. Alors c'est encore beaucoup trop. Mais c'est bien, 3. Et vous venez pour la vallée des eaux amères ? Oui. Alors, parlez-moi un petit peu.
On est dans le Larzac? Oui, au début du roman, on est dans le Larzac. En fait, c'est l'histoire de deux frères qui sont d'une famille installée sur le Larzac. Et ça se passe dans début des années 70, quand il y a l'extension du camp militaire. Et à ce moment-là, on veut leur prendre leurs terres contre, évidemment, des aides financières. Et ils refusent, parce que l'un d'entre eux surtout, parce qu'il est très accroché à cette terre. C'est peut-être difficile à comprendre, mais c'est comme ça. L'un des deux frères, lui, veut s'en aller, parce qu'il a compris que son avenir n'était plus là, et que c'était un combat perdu d'avance. Et par des moyens détournés, il obtient des fonds, moyennant un certain travail que le lecteur découvrira s'il veut bien lire mon roman, parce que ce serait trop compliqué à expliquer. De faits réels ou c'est romancé? C'est-à-dire que tout le déroulé des événements du Larzac, c'est en jour et heure, c'est tout à fait ça. Ça s'est passé comme ça, puisque moi à l'époque j'étais journaliste et j'ai suivi, en tant que jeune journaliste, j'ai suivi tous ces événements, jusqu'à la venue de Lanza del Vasto, vous savez, qui a fait une conférence. Donc un sujet que vous maîtrisez plus que tout. Oui, puis j'avais mis ça dans un coin de ma tête, je me suis dit un jour j'en ferai un roman. Et alors pour continuer, je vais dire que le second frère, lui, va s'installer dans le Tarn, il va acheter une ferme, et il va se mettre à faire de la culture intensive, comme on le fait aujourd'hui. Mais pour faire de la culture intensive, il faut évidemment de l'eau, beaucoup d'eau. Et avec ses copains aux alentours, ils vont essayer de faire une retenue d'eau, un bassin, pour pouvoir irriguer convenablement. Mais ils vont avoir des problèmes avec les écologistes. Même si ça se passe dans le passé, il y a toujours une consonance actuelle. Mais oui, il le faut. Enfin, je veux dire, c'est l'époque qui est comme ça. C'est que finalement, cette famille, ils ont eu des problèmes parce qu'on voulait prendre leurs terres dans les années 70. Et puis, longtemps après, on les empêche finalement de faire un bassin d'eau, quoi. Et parce que le temps passe très vite, on va parler très vite du prochain qui va paraître fin octobre. Oui. Alors ça s'appelle L'héritière des sables fauves. En fait, là, ça se passe pas au même endroit, ça se passe dans le Gers et dans les vignobles du Gers. Et c'est l'histoire d'un vigneron important qui fait de l'armagnac. Et il se sentant vieillir, il fait appel à sa fille pour reprendre l'affaire. Il a un autre fils, mais il ne le sent pas capable de diriger son entreprise. Il fait appel à sa fille qui, elle, est bien installée à Bordeaux, confortablement, avec un métier confortable, puisqu'elle est experte en art. C'est pas tout à fait la même chose que l'armagnac. Et il se doute à l'avance qu'il va avoir des difficultés, d'autant plus qu'il s'est passé des choses dans le passé qui handicapent un peu cette démarche. Donc ce sera à découvrir fin octobre, voilà. Vous serez à la foire du livre de Brive, j'imagine. Voilà, oui. Toujours chez Calman Levy ? Calman Levy, oui. Eh ben, très bien, mais merci beaucoup à vous. Merci de m'avoir invité. Et on passe merci tout de suite à Paloma Léon. Léon. Bonjour Paloma. Bonjour Paloma. La chanson de Clara. Ça sonne bien, hein. Ça donne envie de chanter. Ça donne envie de chanter. Vous allez chanter quelque chose ? Non, non, pas de chanson. On est sur un roman qui se déroule dans les années 30, les années 50. Oui, c'est ça. On est sur une histoire de la transmission. Absolument. Parlez-nous-en. Alors, c'est une autrice qui raconte à ses amis, elle est en Haute-Corrèze, et elle raconte à ses amis le roman qu'elle vient de publier. Et c'est en fait l'histoire d'une jeune femme de Lituanie qui part à travers l'Europe dans les années 30 et qui va faire un road movie obligé. Et la transmission, elle va se faire par l'intermédiaire d'une amie qu'elle a rencontrée en Espagne, qui aura une petite fille. Donc on traverse plus que la Lituanie, on est sur... Ah oui, non, la Lituanie, l'Allemagne, la France, on va en Espagne. Et en France, on passe par Jujal-Nazareth, qui a été le lieu d'un kibboutz entre les années 33 et 35. Oui, et je crois que beaucoup de Corréziens ne doivent pas connaître cette histoire. Oui, c'est extraordinaire.
Tout à C'est fait. extraordinaire. J'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps. Oui, oui. Un kibbutz. Voilà, un kibbutz, c'est incroyable, hein, et qui a été fermé en 1935, par un sous-préfet qui supportait pas l'idée d'avoir des juifs à Jujal Nazareth, et en 1935. Hein. Et donc, elle revient à Paris et elle part en Espagne avec un convoi humanitaire. Et elle va revenir en France. Et elle va se retrouver assignée à ses résidences dans un petit hameau près de Buja. Du coup, toute l'histoire internationale de cette époque-là Absolument. est en filigrane. Voilà. Mais on sait où ça aboutit. À travers des femmes. On sait ça où ça aboutit, malheureusement. Voilà. Mais raconté, c'est vécu par des femmes. Voilà. Ce sont des femmes. Et cette histoire est transmise donc à la petite héritière de cette histoire qui s'appelle Louise. Très bien. Et donc tout ça, c'est dans la chanson de Clara. Voilà. La chanson. Alors... La chanson de Clara, parce que moi, dans l'idée, c'est la chanson de geste. Ah oui. Voilà, au Moyen-Âge, il y avait on appelait ça des chansons. Oui. C'est-à-dire qu'on racontait des histoires de gens extraordinaires et on transmettait ces histoires de vie par des chansons. Voilà. Et il y a aussi les troubadours, les ménestrels, etc. Absolument. Et il y a aussi l'idée, puisque moi j'ai une culture hispanophone, il y a ce qu'on appelle el corrido en Amérique latine, qui est un chant également où on loue les faits et gestes de personnages importants. Voilà. Vous avez un meilleur accent que moi, c'est ce que j'imagine que c'est ce que tu voulais dire. Vous nous le refaites, El Corrido. El Corrido. Oh là là. Merci beaucoup, Paloma León. De rien. La chanson de Clara, c'est aux éditions Les Monnaies d'hier. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup à vous. Merci Clara. On passe tout de suite à Corinne Champouni. Bonjour Corinne. Bonjour Corinne. La vie, c'est comme une bicyclette. Absolument. Oh, on va faire du vélo. Voilà, et ne pas en tomber si possible. Voilà. On enlève les petits trous. Hein. Voilà, on enlève les petits trous, c'est normal. C'est un roman humoristique ? Oui. Alors, racontez-nous. Alors, ça se passe dans un petit village imaginaire qui pourrait être situé n'importe où. Je me suis un peu inspirée, par exemple, de Juillac, que j'ai bien connu lorsque j'étais petite et qui est un village qui est complètement désert maintenant. Oui. Donc, voilà, j'ai pris ce petit village, Saint-Martial-sur-Serge, c'est ainsi que je l'ai nommé. Et donc, c'est un village qui est complètement abandonné par sa population, le centre du village. Mais il y a une bande de résistance, ceux que j'ai appelés les vieux croutons, qui veulent absolument redonner vie à ce village. Ces vieux croutons, ils sont combien ? Alors, ils sont 4 ou 5. Il y a un petit peu de tout. Il y a Tony, celui qui tient le bistrot. Il y a Jojo, qui est l'ancien restaurateur. Il y a Mathilde, l'ancienne postière. Enfin voilà, ils sont tout un petit groupe. Il y a quelques jeunes qui vont arriver aussi, leur prêter main forte. Et ils vont redonner vie à ce village. Ils vont y arriver, mais de multiples façons qui sont bien entendu humoristiques. Plein de petites péripéties. Plein de péripéties, on s'ennuie pas. Bon, c'est vrai que j'ai une écriture assez alerte, assez rapide, donc on ne s'ennuie pas aussi dans la lecture. Et c'est un roman optimiste parce qu'il en faut. Ça fait du bien. Une petite péripétie là comme ça que vous pouvez nous raconter. Si Jojo, par exemple, il supporte mal d'avoir perdu son restaurant qui va être repris par 2 jeunes. Il supporte mal, donc en fait, il a décidé de cuisiner tous les jours un plat nouveau, tout seul dans sa cuisine, de cuisine nouvelle. Alors la cuisine nouvelle pour lui, c'est très spécial parce qu'en fait, il mêle des ingrédients qui n'ont rien à faire ensemble. Il empoisonne tous ses copains au fur et à mesure parce qu'il veut faire la surprise aux nouveaux restaurateurs pour qu'ils le reprennent dans leur cuisine. Empoisonne au sens figuré du terme. Complètement. D'accord. Et évidemment, c'est très amusant parce que tout le monde essaye d'avaler ce qu'il cuisine et c'est très très douloureux. Alors j'imagine quand on met en image, en lettres du coup, en roman, des personnages comme ça dans un petit village que quand on se retrouve à Vars ou ailleurs, on voit très bien les caricatures de ces personnes-là, on les connaît en fait. Tout à fait. Et puis on s'y attache beaucoup parce que, moi j'ai une écriture très visuelle, donc on les voit, on les suit, on suit leur histoire. Chacun a sa propre histoire évidemment, et ils sont très attachants et en particulier le fameux Manu.
Manu, bon, c'est lui qui va avoir une bicyclette à la fin du roman. Et Manu, c'est un peu un simple d'esprit que tout le monde aide dans le village. Et bon, il va lui arriver énormément d'aventures. Enfin, moi, c'est mon personnage préféré. Voilà, j'aime beaucoup Manu. Et la suite est en préparation. Ça s'appellera La vie, c'est comme un roman. Parce que j'ai pas réussi à couper le cordon. Mes personnages vivent avec moi. Et ben, les personnages, les vieux croutons sont à retrouver dans La vie, c'est comme une bicyclette, aux éditions Mon Limousin. Merci à vous, Corinne. Merci. Merci, Corinne. Tout de suite, c'est Jean-Michel Valade qui vient nous retrouver pour son dialogue avec Pierre Mouzat. Bonjour, Jean-Michel. Bonjour, Jean-Michel. Alors, Pierre Mouzat, qui est-il? Alors, je pourrais commencer par dire que Pierre Mouzat est mon ami. C'est un critère qui est important, mais surtout Pierre Mouzat est un sculpteur qui a réussi, au bout de nombre d'années, à être exposé à la fois en France et à l'étranger, et qui notamment, au mois de juin dernier, a vu l'une de ses œuvres. Il a fait beaucoup parler de lui du côté de Brive. Voilà, l'une de ses œuvres qui a été donc implantée, une statue monumentale, c'est-à-dire une statue grandeur nature d'un bison d'1,80 m au garrot, qui a été implantée parc Simone Veil à Brive, c'est-à-dire sur le site de l'ancienne caserne Brune. Je précise que, bien évidemment, le bison est l'emblème du régiment de Brive qui est là depuis 1907, 126e. Et alors, l'idée, c'est de revenir sur la fabrication de ce bison, revenir sur l'artiste. Alors, c'est tout ça, à la fois, pas dans l'ordre, bien évidemment, c'est-à-dire que le livre est une biographie dialoguée entre lui et moi. Et en particulier, l'objectif était tout d'abord de démontrer le parcours de vie, mais aussi, qui n'a pas été évident, et qui a eu des incidences manifestes sur ces sculptures, et le parcours professionnel de cet artiste-là, Pierre Mouzat, qui est né à Brive. Et alors, donc c'est sous forme de discours. Est-ce que je peux le montrer à la caméra? Hop là, il y a des discours, donc des couleurs différentes, beaucoup de photos aussi. C'est davantage, et ce sont donc des dialogues entre moi-même qui pose les questions et l'artiste qui y répond. Et je tiens à souligner que la mise en forme de cet ouvrage-là est particulièrement réussie, indépendamment des nombreuses photos qui illustrent. Il y a une très belle mise en page avec en particulier ce fil de la vie qui se déroule là dès la couverture, qui se prolonge sur la quatrième, qu'on retrouve donc sur la quatrième de couverture et qui est présente sur chacune de ces pages, même au niveau de la numérotation. On voit ce fil de la vie qui est celui de Pierre Mouzat. Très bien. Et donc le dialogue, c'est du journalisme en fait finalement derrière? C'est pas du journalisme parce que il y a des informations à caractère historique qui sont données, puisque là Pierre Mouzat étant né en 1958, on évoque ce qui a été la période des 30 Glorieuses, et on voit également toutes les difficultés qu'il a rencontrées à partir de la disparition brutale de son père lorsque Pierre avait 11 ans. Comment justement ce choc, puisque ça a été un choc, ce traumatisme, l'un comme l'autre, ont eu pour incidence sur sa sculpture qui est désormais aujourd'hui reconnue puisqu'il est exposé comme, je l'ai rappelé, je crois, à la fois en France mais aussi à l'étranger. Et des sculptures particulières, on va terminer par ça, puisqu'elles n'ont pas de pied. Alors les sculptures, effectivement, sont bien spécifiques en ce sens où le titre c'est Dialogue avec Pierre Mouzat, sculpteur d'indicible. On aurait pu dire également sculpteur de l'équilibre, puisque, comme vous le soulignez, les statues reposent non pas sur un socle, mais sur leurs pieds. 2 ou 4 pour les animaux. Merci beaucoup. Donc c'est à retrouver. Dialogue avec Pierre Mouzat, sculpteur de l'indicible, aux éditions Mon Limousin. Merci à vous, Jean-Michel. Merci à vous. Yo. On parlait de mélange des genres. On est en plein dedans. Alors, là aussi, je n'ai jamais vu ça. Là, on est sur un concept aussi. Le livre
dont vous êtes l'auteur. Oui, alors, avant que vous commenciez, moi j'ai rencontré Philippe à la foire du livre de Brive. Je passais dans les rayons, dans les stands, et je suis tombé sur Philippe. Et je lui ai dit, mais c'est quoi le livre dont vous êtes auteur? Donc il m'a raconté. Et j'ai flashé, j'ai dit, ah, ça c'est génial, il faut qu'il vienne à Vars. Et bien voilà, il est là. Le livre dont vous êtes l'auteur. Voilà, merci exactement. beaucoup. Un concept? Donc c'est simple, j'avais dans ma table de nuit énormément de débuts d'histoire que je n'ai jamais terminé, que je terminerai jamais. Et je me suis dit, pourquoi les autres ne le feraient pas pour moi? Donc j'ai fait ce livre, le livre dont vous êtes l'auteur. Le concept est simple, lire un livre, s'approprier une histoire, et si, pour une fois, nous nous mettions à la place de celui qui écrit, invente une histoire ou décrit l'histoire. Choisir des mots, adopter un rythme, définir un temps, c'est pas si facile. Donc il y a des débuts d'histoire qu'on termine seul, en groupe, ou chacun son tour. Il y a 5 débuts d'histoire. Ou 9, ou 6, suivant le tome. Ça dépend le tome. Il y a 4 tomes là au jour d'aujourd'hui. Oui, là c'est le premier que j'ai. Et donc du coup, dans les suivants, il y a les suites. Alors, certains écrivains en herbe m'ont envoyé leurs écrits que j'ai publiés dans le tome d'après. Donc c'est très amusant. Vous avez quelques exemples, notamment La Valise, où il y a 3 auteurs qui ont écrit en premier en groupe et après chacun leur tour des petits bouts qui sont succulents. 1942, j'ai Madame Bernadette de la Baudinière qui m'a écrit une très jolie suite qu'il faudrait terminer parce que ce n'est qu'une suite. Donc je les publie dans le tome 2 et pareil dans le tome 3. Il y a 2 ou 3... il y a notamment un texte en alexandrin, parce qu'il n'y a pas que de la prose, il y a aussi des alexandrins. Est-ce que vous avez lu des choses qui vous ont surpris et qui vous ont dit mais j'y aurais jamais pensé? Ah ben forcément, ouais. Là c'est un pied total quand on voit ce que les gens écrivent sur le départ en fait, ce que j'écris n'a pas d'importance. L'idée, c'est que les gens se mettent à l'écriture ou s'y remettent et écrivent, se lancent, seuls, en groupe, ou chacun son tour. Vous avez rencontré les personnes, des fois, qui ont Souvent, oui. J'ai eu d'excellents échos. C'est un travail ou un jeu. On peut faire ça comme un jeu de société à plusieurs, vous savez. On peut le faire à plusieurs, oui. Et c'est passionnant. Le mot est... je crois que le mot qui correspond le plus, c'est passionnant. On se remet à l'écriture, on découvre des mots. Dans certaines histoires du tome 3, notamment, que vous avez sous les yeux, il y a notamment le cierge et les 2 chouettes. Ça se passe dans un grenier. Donc il y a juste une page et demie et après on écrit ce qu'on veut. Dans les années 50-60, un ado qui se balade dans le grenier des grands-parents et qui découvre plein de choses. Et puis je vous laisse découvrir la suite et surtout écrire la suite. Écrire la suite. Vous y êtes pris au jeu, vous, Jean-Marie? Pas encore, mais c'est tentant. Hein. Je sens que Jean-Marie va s'y mettre. Oui. Et il viendra avec son roman. L'année prochaine. L'année prochaine, voilà. Je serai sous le chapiteau, là-bas, en train de... Avec un des titres. Le livre dont vous êtes l'auteur, donc 4 tomes aux éditions Au fil de l'eau, Brive. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Une belle originalité, hein, n'est-ce pas? Très original. Très Bravo. original. On passe tout de suite à Marie-France Houdard. Merci. Marie-France, pour son roman. C'est pas un roman, c'est pas la bonne feuille. Bonjour Marie-France. C'est pas un roman. Il vient de sortir il y a 3 jours, ou il sort dans 3 jours. Il y a 2 jours, il vient de sortir La Lunade Saint-Jean. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, là on est dans l'histoire. Alors, dans l'histoire et l'anthropologie. Donc, c'est le récit d'une procession qui se passe à Tulle depuis 1348. Ça date pas d'hier. Et qui se passe le 23 juin, jour de la Saint-Jean, et jour du solstice d'été. Et qui fait un tour de 7 km sur les hauteurs de Tulle. Et cherchez l'intrus, la lunade de Saint-Jean. Qu'est-ce qu'a faire la lune ou la lunade à côté d'un culte du soleil remplacé par Saint-Jean? Ben voilà, donc je suis partie enquêter. Donc j'ai refait tout le parcours de la lunade, j'ai étudié les rituels qui sont en relation avec les feux de Saint-Jean.
non seulement les feux de Saint-Jean, mais il faut cueillir des herbes avant le lever du soleil, il faut les passer à la fumée, il faut fumer les enfants, toutes sortes et puis des croix sont au carrefour. Comment on rassemble tous ces éléments qui ont commencé il y a plus de 7 siècles là? Alors, tous ces éléments que je viens de vous dire, donc la procession, elle se déroule de croix en croix sur 7 km. Ce sont des croix fleuries par les habitants. Et tous ces éléments que je vous ai donnés, de rituels, ce sont des rituels que Saint-Éloi au 7e siècle interdisait et qui se pratiquent toujours. Alors moi, ça m'a renvoyé évidemment à tous les cultes pré-chrétiens, païens pour tout dire, oui, c'est ça, oui. Et au culte autour de la lune, des herbes, de la terre-mère, etc. Donc, pour moi, il y a un sous-titre à ce livre, je ne sais pas si vous voyez, La fantastique histoire d'un pouvoir usurpé. Donc pour moi, ce sont des cultes féminins liés à la nature, à la lune, à l'eau, etc., qui ont été détournés d'abord au moment du monothéisme, du christianisme. Ensuite le monothéisme chrétien, qui a, avec sa trinité masculine, il a éliminé tout ce qui était féminin. Vous avez pu retrouver une place de la femme, justement ? Bien sûr. Donc c'est ça, le pouvoir usurpé. C'était un temps où les grandes divinités étaient des puissances féminines et elles ont été peu à peu détournées par l'Église pour mettre en exergue l'homme, Saint-Jean, le feu, le soleil. Et ça s'est beaucoup développé sous Louis XIV, au temps du roi Soleil, justement. C'est vrai que les divinités grecques étaient bien souvent féminines. Athéna, entre autres. Voilà. Et donc tout ça, on le retrouve dans la lunade de Saint-Jean. Vous restez avec nous parce que vous avez lancé aussi en parallèle un concours de nouvelles. Parce que je suis éditrice aussi. Oui, c'est ce que j'allais dire, voilà, très important. L'éditrice Mayad. Oui. Et je vais accueillir en même temps Agnès. Ouais. Entrez. Je lui laisse la place sur le siège quand même. C'est ça. Restez avec nous et expliquez-nous parce que donc du coup, oui, vous avez donc lancé des concours de nouvelles. C'est terminé au mois d'août. Oui. C'est ça. Et donc la gagnante, oui. Agnès Nouaille, qui nous sort du coup sa première nouvelle. Oui, mon premier écrit. Alors félicitations. Merci. Comment s'est passé ce concours ? Déjà, alors d'où ce concours ? Alors c'est un concours qui a été organisé non pas par moi, mais par l'association des Amis de Buja. Et dans le cadre de ces journées qui étaient axées sur l'art en Limousin, il y a une personne qui est présidente de l'association qui a lancé ce concours, l'art et la main en Limousin. L'art et la main, et ça donne donc aux Bardines. Racontez-nous. Voilà, je cède la place à Agnès. Merci. Eh bien oui, c'était donc un premier écrit, parce que j'avais jamais écrit de nouvelles, donc c'était une expérience extraordinaire. Et donc pour répondre au concours L'art et la main, j'ai choisi de parler de la maison que j'habite, qui est une maison où toute une lignée de familles limousines qui a laissé tous ses objets puisqu'il n'y a plus personne de cette lignée qui habite le village. Et j'ai essayé de reconstituer avec tous les récits des anciens voisins, de mes grands-parents, de mes arrière-grands-parents, l'histoire de cette famille. Donc une famille avec un secret, puisque le père Bardi, donc qui donne le nom à cette maison, les Bardines, a voyagé, a été faire la guerre de Crimée, donc il y a fort longtemps, est revenu au village et pour oublier les horreurs de la guerre, s'est mis à faire des ouvrages, des paniers, des paillassous, toutes ces choses-là. Et pendant son périple, toutes les jeunes femmes du village sont parties. Il est 3h. C'est ça. Marie-France, qu'est-ce qui a fait le déclic ou pour dire oui, c'est la gagnante ?
Ah, c'est pas moi qui ai décidé. Moi, j'étais présidente du jury. Donc, il y a un jury d'une douzaine de personnes avec des personnalités éminentes, dont le fils parce que le prix s'appelle Georges-Emmanuel Clancier. Donc, le fils Sylvestre Clancier, le fils du grand romancier. Jean-Marie Borzé, qui est vraiment un journaliste et puis homme de télévision, de radio plutôt, puisqu'il a dirigé France Culture, qui ont fait partie du jury et d'autres personnes. Donc, c'est eux qui ont décerné le prix à Agnès. Agnès. Et donc ça s'appelle Aubardine. Il y a également 2 autres nouvelles à côté de Xavier Cormand et Jean Alambre. Et Jean Alambre. Voilà. Et voilà, que tout le monde connaît. Le poète. Le poète. Merci à vous deux. Merci. Merci beaucoup. Tout de suite, c'est Charline Malaval qui nous rejoint avec son nouveau roman. Je suis en train de me perdre, qui sort dans 3 jours, le 4e. C'est ça, inspiré de faits historiques, Sorcière de la nuit. Exactement. Alors, Sorcière de la nuit, c'est mon 4e roman. Il sort chez Prélude, c'est la collection grand format du livre de poche. C'est l'histoire des sorcières de la nuit qui sont des pilotes soviétiques qui ont réellement existé. Hein. J'ai romancé une histoire vraie. Une histoire vraie qu'on connaît pas. Qu'on connaît peu. Moi, je l'ai découverte un peu par hasard puisque je vivais à Riga. J'y ai vécu pendant 3 ans et j'avais des amis russes et lettones. Un jour, on était dans un café, on discutait de ce que faisaient nos grands-mères et nos arrière-grands-mères pendant la guerre, du rôle qu'elles avaient pu jouer éventuellement. Et elles m'ont raconté que sur le front, à l'Est, en URSS, elles avaient l'habitude de s'engager. En fait, c'était assez courant finalement d'être infirmière en première ligne, d'être conductrice de char, sniper, et puis pilote. Et elles m'ont parlé des sorcières de la nuit. Il y avait une sorcière de la nuit à Riga qui avait fini sa vie par la suite, après la fin de la guerre, et je suis allée aux archives, j'ai retrouvé ses lettres, ses photos, et c'était très très intéressant, et cette histoire me quittait plus, évidemment, je voulais la raconter. Voilà. Je vais bien comprendre. En plus, donc, à raconter en plusieurs époques en parallèle ? Alors, plusieurs époques en parallèle, effectivement, puisque j'ai voulu qu'elle soit cette histoire de femmes qui se sont battues sur le front de l'Est pendant la Seconde Guerre mondiale. J'ai voulu qu'elle soit vue avec le regard d'un jeune homme d'aujourd'hui qui, en 2018, se retrouve avec son oncle. Il vient de faire plein de bêtises assez graves et il se cache et voilà, il part avec son oncle dans la forêt. Son oncle a une activité un petit peu particulière. Il est black digger. Les black diggers, sont. Qu'est-ce que c'est ? Oui, et ça c'est pareil, ça existe vraiment. J'ai rien inventé et j'en ai rencontré aussi en Lettonie. Et ça existe réellement. Ce sont des hommes et des femmes, mais qui sont des genres de chercheurs de trésors, en fait. Mais pour eux, les trésors, c'est les vestiges de la guerre. Alors pour eux, le nec plus ultra, c'est de trouver un char ou une dépouille d'un nazi, d'un soldat allemand, d'un soldat russe, d'un soldat soviétique, pardon, ou alors d'un avion. Et c'est ce qui se passe. Mes personnages tombent sur un avion, une épave d'avion de la Seconde Guerre mondiale. Et ils veulent savoir, sauf qu'elle est encore habitée. Le pilote est resté dans la carcasse, alors ils essayent de savoir qui c'est. Et on sait qui c'est, mais je ne vais pas vous le raconter. On va pas tout raconter. Mais bien sûr. Mais il y a beaucoup de recherches, j'imagine, derrière, parce qu'on parle de tout, technique, historique. Oui, énormément de recherches. Et puis oui, c'est vrai que vous parlez les recherches historiques. Je suis allée aux archives, comme je vous le disais. J'ai retrouvé pas mal de documents, surtout des documents en anglais, parce que c'est vrai que c'est une histoire qui est assez méconnue et peut-être plus en France qu'ailleurs, je sais pas. Et des techniques, effectivement. Alors j'avais un ami qui était pilote chez Air Baltic et qui m'a relu certains passages pour me dire si, effectivement, un avion peut avancer, voler à telle vitesse, dans telle configuration. Oui. Les scènes de chorégraphie aérienne ont été toutes relues, donc c'est vraiment au plus près de la réalité, du réalisme, on va dire, parce que moi, j'y connais rien en avion. Les Polikarpov, les Messerschmitt, les Yak, je ne connaissais rien. Voilà, donc là, j'ai dû vraiment me documenter beaucoup. Donc là, vous êtes prête à en piloter, hein. Je suis prête maintenant. Vous êtes devenue une experte en aviation. J'ai même un ami qui m'a fait piloter un Cessna. Bon, alors piloter, non. Quelques instants, on était en l'air, il m'a laissé les commandes et c'est très très impressionnant. Mais j'ai pu me mettre à la place de mes personnages en fait, quoi. Vraiment avoir la sensation,
Sans oublier que eux, on leur tirait dessus, tout de même. Hein. Exactement, exactement. Non, c'est... Ouais. Donc c'est Sorcière de la nuit, il va paraître dans quelques jours, donc profitez-en, il est déjà ici. Merci à vous, Charline Malaval. Merci. Ça donne envie, hein. Merci Charline. Juvénal Habitat nous rejoint pour Mon nom et Horizon. Édité par une maison togolaise, c'est un roman, une autofiction. Alors Juvénal, poète, romancier, chirurgien, chanteur, guitariste, tout. Mais là aujourd'hui, auteur. Il sait tout faire. Il sait tout faire. Non. Si. Tout à l'heure, il nous a fait un récital à la guitare. Merci. Mon nom est Horizon. Alors, vous nous disiez tout à l'heure une autofiction, un roman autofiction. Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est-à-dire que ça part du vécu et puis après ça part dans l'imaginaire. Voilà, c'est du vécu romancé. Je dirais que dans ce roman, le mien, il y a 20% de vécu et certainement 80% d'imaginaire. Alors quel est le point de départ? Mais le point de départ, c'est le Togo. Le point de départ, c'est peut-être moi, puisque c'est un petit garçon qui est au Togo, qui rêve d'aller découvrir l'ailleurs et les valeurs universelles qui valent aussi bien ailleurs que chez lui. Et puis après, qui va faire un petit tour de France, un petit tour initiatique avant de revenir chez lui. Alors, il va faire des rencontres, il va apprendre. Et oui, c'est surtout ça. D'ailleurs, le mot principal du livre, c'est la rencontre. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a pris conscience depuis tout jeune que lui-même, il était une terre de rencontre. Une terre de rencontre d'un homme et d'une femme, une terre de rencontre d'un homme et d'une femme issus de deux cultures ethniques différentes, une terre de rencontre de deux cultures différentes aussi, c'est-à-dire éduqués à la maison en langue mina, en togolais, et instruit à l'école en langue française, donc deux univers qui se confondaient à lui et qui se dit qu'il ne pouvait pas rester à sa place. Il fallait qu'il aille compléter en fait cette forme de métissage culturel qu'il avait déjà en lui par le vécu. La langue est derrière ? La langue est partout. La langue est partout. Alors je dirais au-delà de la langue, le verbe. Oui, ça c'est le côté poète. Oui, c'est-à-dire que c'est vraiment l'énergie principale, la quintessence, la transcendance des choses. C'est le verbe qui est commun à nous tous et qui va se décliner en plusieurs langues. C'est la base. Le verbe, c'est la base. Mon nom est Horizon. Alors, un petit mot, puisque c'est une maison d'audition togolaise. Oui, alors c'est un livre que j'avais essayé de publier. J'avais publié d'ailleurs avec Amazon. Et puis après, j'ai rompu ce contrat pour le reprendre avec une maison d'édition togolaise, les éditions Continent. Parce que rentré au Togo l'année passée, je sentais le besoin de me reconnecter à un public togolais, d'autant plus que je trouve que beaucoup de Togolais se retrouvent dans l'histoire que je raconte. Très bien, Mon nom est Horizon, on le retrouve juste à côté avec quelques autres romans aussi. Oui. Merci Juvénal. Merci tout de suite. Merci Juvénal. Merci. Gérard Brutus. Avec un titre, moi, qui me fait rire. Le titre me fait rire, mais je sens qu'on va rire aussi. Le petit fonctionnaire d'État, en deux mots. Déjà, il a le visage réjoui. Hein, quand il arrive, regarde. Oh, oui. Hein, non, parce que le titre n'est pas vraiment du hasard. Je veux dire, il y a beaucoup d'humour dans ce livre. J'ai essayé d'apporter un peu d'humour. Donc, en vérité, c'est une critique de la fonction publique d'État, pas des fonctionnaires en eux-mêmes, de la fonction publique, c'est-à-dire de la manière dont elle est gérée, la manière dont on fait travailler ces fonctionnaires à l'intérieur. Voilà, d'où le titre Petit fonctionnaire d'État, comme on dirait un tas de... On se comprend. Après quoi, tout le monde râle, quoi. C'est un peu du Courteline. Non, mais j'ai voulu vraiment... c'est un truc sérieux, en fin de compte. L'histoire est très sérieuse, c'est des choses que j'ai vécues. Il y a 80% du bouquin, c'est moi. Et vous avez été fonctionnaire ? Oui. De quoi ? D'État. D'État. Comment ? Non, j'ai travaillé au ministère des Finances à Paris du temps où ce n'était pas Bercy, c'était rue de Rivoli. Et j'ai eu la chance par la suite de connaître, j'ai travaillé pour la Cour des comptes dans le Limousin, donc de connaître la Cour des comptes à Paris. Et c'est là, ça m'a apporté une belle expérience. Et c'est là où j'ai vu un peu les gâchis de la fonction publique d'État, justement. Pas obligatoirement des gâchis, des millions de dépensés, d'euros ou de francs, mais la manière dont on respecte pas les lois parce que je suis ministre ou parce que je suis ça ou ça. Moi, je me permets ça. Toi, tu n'as pas le droit parce que tu es balayeur, par exemple, etc. C'est ça que je dénonce un peu, à travers beaucoup d'humour, parce que
faut avoir d'humour dans la vie, quoi. Je veux dire, on s'ennuie assez, on a été embêté avec la Covid, on a été embêté dans plein de choses. Voilà, donc d'où ce bouquin. En fin de compte, c'est ce fonctionnaire qui se retrouve à l'histoire, les 20% d'imaginer, j'allais dire, c'est quand il se retrouve à la retraite. Ce gars-là, il a bossé 42 ans, il a fait que ça, fonctionnaire. Dans un ministère, après fonctionnaire en province. Donc à la retraite, il s'ennuie? Eh bien, à la retraite, il se dit qu'est-ce que je vais faire? C'est pas le style aller faire du jardinage. Il a pas la main verte. Il aime pas jouer. Il va pas s'inscrire dans un club de bridge ou de tarot parce qu'il aime pas jouer aux cartes. Il aime pas jardiner. Ah, il se dit en étant vulgaire, mais je vais m'emmerder. Je vais vraiment m'emmerder. Quoi faire? Il veut pas venir au comité des fêtes de Vars parce qu'on en Je lui ai proposé. Je lui ai dit qu'il donnait 5 000 € par mois, mais il trouvait que c'était pas assez. Donc, il a peur vraiment de s'ennuyer. Il se dit, mais qu'est-ce que je vais faire? D'où l'idée lui vient de dire, je vais écrire un bouquin. Et je vais raconter tout ce que j'ai vécu qui me plaise pas dans les fonctions publiques d'État, justement. Et là, le mec, il va faire un bouquin. Et là, ça s'entraîne. Il a une vie qui s'enchaîne. Une vie de fou, quoi. C'est le cas de le dire. Il a droit aux médias parisiens. Il a droit vraiment aux gros trucs. Et en fin de compte, bon, je peux pas tout raconter, mais il va tomber de très, très, très haut. Voilà. Alors, il y a de la vérité, il y a de l'humour. Un beau mariage, quoi. Et c'est à découvrir dans Le Petit Fonctionnaire d'État, aux éditions Mon Limousin. C'est exact. Merci Gérard Brutus. Merci à vous. Merci Gérard. Régine Rossi-Lagorce nous rejoint. Régine, on ne présente plus Régine? Non, oh non, non. Mais elle est connue presque internationalement. Si. Qui connaît pas Régine? Tiens, je te passe le micro. Les 5 saisons de Régine, c'est la Bible de l'alimentation. C'est ce que les éditions Mon Limousin ont marqué en 4e de couverture. Et je ne suis pas contre. Alors, 4 saisons ne suffisaient pas, j'en ai fait une 5e. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est découpé en saisons, mais il y en a 5. Oui, pour moi, il y en a 5. La 5e, c'est cuisiner pour ceux qu'on aime. Et puis, des petits coups de gueule aussi. Hein, parce que des fois, j'entends tellement de bêtises par rapport à l'alimentation que ça m'agace. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver dans ces saisons? Eh bien, par saison, je vous raconte des histoires. Je ne raconte jamais de salade. Je vous raconte l'histoire, par exemple, des pêches plates. Vous savez, ces pêches plates qu'on voit maintenant sur tous les étals, eh ben, elles ont été créées par l'INRA. L'INRA a mis plus de 20 ans sur la demande des producteurs pour faire des pêches qui puissent mieux se ranger dans les petits cajots, et puis qu'on puisse les tenir bien dans la main et qu'on puisse les croquer sans que ça dégouline partout. Exactement, voilà. C'est vrai. Et elles sont aujourd'hui sur tous les étals, mais au début, elles n'avaient rien de botanique. Je vous raconte ça, je vous raconte l'histoire de la salade César, comment elle a été créée. Voilà, je vous raconte plein de choses et je vous donne plein de petites astuces. Et il y a aussi plein de recettes. Il y a à lire et à manger. Il y a à lire et à manger. Alors des petites recettes comme ça, je ne peux même pas vous demander votre préféré, il n'y en a pas. Mais des petites recettes. J'en ai une belle, c'est un condiment aux aubergines. Parce que là, ça... Moi, j'aime les recettes simples. Dans mon livre, c'est tout simple, c'est ce que tout le monde peut faire. Il n'y a pas beaucoup d'ingrédients à chaque fois. On retrouve dans nos potagers même. Ben oui, dans nos potagers, qu'on peut avoir quelques épices aussi. Alors, mon petit condiment d'aubergine, là, ça en jette. J'adore. Parce qu'on vous dit, oh là là. Ça donne faim. Le nom Jean-Marie salive. Jean-Marie, on va dire, oh là là, Jean-Marie, tu t'es donné du mal. Oui. Tu diras oui. Oui, hein, absolument. Et alors que c'est rien à faire. C'est rien à faire, on peut mettre ça à l'apéritif. Bon, je parle pas trop d'apéritif parce qu'on me dit que j'en parle de trop, donc toujours avec modération. Mais on va pouvoir mettre ça à l'apéritif, donc sur un pain un peu toasté. On va pouvoir les mettre dans des pâtes, on va pouvoir en mettre dans la salade. Voilà, on va pouvoir en faire plein de choses de ce condiment. Mais c'est une recette parmi les, je sais pas combien il y en a, mais il y en a un paquet. Oui. Il y en a un paquet, oui. Le livre est conséquent, absolument. Et mon petit doigt me dit qu'il y en aura un prochain livre prochainement, oui, fin bientôt, octobre. Fin du mois prochain, je pense. Je sais pas. Il faut demander à mes éditeurs. C'est un livre sur Noël. Un livre sur Noël. Oui, plein d'histoires de Noël, mais pas le Noël bling bling, là, le Noël que tout le monde aimerait avoir, avec des choses vraies, vraiment des moments de partage. Alors là, j'ai fait aussi des recettes de cuisine, mais dans des ateliers. Ça s'appelle mes ateliers culinaires. Et aussi, il y a des petits décors à faire, faciles. Donc on retrouvera ça à la fin du mois d'octobre, et puis j'imagine à la foire du livre, également de Brive. Oui. Merci beaucoup, Régine. Merci à vous. Et vous viendrez l'année prochaine nous le présenter? Bien sûr. Même peut-être avant, on ne sait jamais. On préparera un Noël prochain. Exactement. Voilà, le rendez-vous est pris. Je rappelle les 5 saisons de Régine Rossi-Lagorce aux éditions Mon Limousin. On passe à l'abbé Jean-François de Roy. Alors là, Jean-Marie, un autre enfant du pays. Un autre enfant qui
Qui est Jean-François de Roy? On présente Merci beaucoup. On présente plus. Voilà. Jean-François de Roy. Depuis 40 ans, curé de Bar-sur-Rosée. Et oui. Notamment. Entre autres. D'abord, curé de Bar-sur-Rosée. Donc enfant du pays, donc avec plein d'histoires, d'où le journal de campagne, finalement, curé de campagne en Corrèze. Voilà, c'est ma vie, enfin, telle que j'ai essayé de la vivre depuis toutes ces années, au mieux que j'ai pu, avec un appel qui m'est venu de l'intérieur, si vous voulez. 40 ans d'histoire, 40 ans de rencontres aussi de rencontres formidables autour de Vars et d'Issandon, de toutes ces communes dont je suis chargé en tant que prêtre responsable. Oui, c'est ça. Alors là, on est sur le bassin de l'Issandonnais, donc oui. On est un petit cours de géographie. Quelle commune nous touche autour? Alors, peut-être Jean-François, vous pourriez dire dans quelle paroisse vous œuvrez? Paroisse. Oui, il y a Vars, il y a Saint-Cyprien, alors à ce moment-là, Saint-Olaire, Issandon, Brignac-la-Plaine, Lougnac et Perposac-le-Blanc. Voilà. Tout un ensemble de paroisses. Mais j'ai commencé mon ministère rural ici, et je suis heureux de me trouver devant cette église qui m'est très chère, parce qu'elle représente beaucoup pour moi, et cet attachement en particulier que j'ai par rapport à ce territoire et à ses habitants. Oui, parce que là, voilà, les caméras sont installées devant la maison de Jean-François, en quelque sorte, puisque c'est bon Dieu. La maison du bon Dieu, bien sûr. Vous en êtes le représentant. Mais voilà, et ces 40 années de sacerdoce, ce sont des joies, mais ce sont aussi des peines, parce que voilà, la profession, le sacerdoce d'un prêtre, c'est aussi des joies, les mariages, les naissances, les baptêmes. Puis il y a aussi des choses moins gaies, même tristes, qui sont les funérailles. Voilà, donc, et puis vous êtes le confident de beaucoup d'âmes. Bon, peut-être moins qu'autrefois. Et alors, est-ce que la pratique en 40 ans a changé? Elle a beaucoup diminué. Mais ce qui m'intéresse au-delà de la pratique et de la responsabilité qui est la mienne, ce sont les gens, quels qu'ils soient, que j'ai essayé d'approcher et de rejoindre aussi à travers des associations, voire des clubs de sport, des chorales, participer à la vie du lieu où j'habite, plus que être ce que je suis aussi en tant que curé de ces paroisses et en être responsable devant Dieu et devant l'Église. Et c'est un beau témoignage dans le temps aussi. Curé de campagne en Corrèze, merci. Abbé Jean-François de Roy, merci à vous. Alors, merci beaucoup. Merci. Sauvary nous rejoint tout de suite pour 2 livres. Un roman et des livres jeunesse. On va commencer par le roman L'Insoumise de l'île Bourbon. Bonjour Karine. Bonjour. Alors en effet. L'Insoumise, c'est un roman d'aventure. Oui, tout à fait, roman d'aventure sur fond historique. Donc c'est l'histoire qui se passe donc à la fin du XVIIIe siècle sur l'île de la Réunion, autrefois appelée l'île Bourbon. Ouais. Donc c'est une jeune femme issue d'une famille de planteurs de café, qui, suite à un événement particulier que je ne dévoile pas, je ne vais pas dévoiler, va s'opposer à sa famille et à la pratique de l'esclavage. S'ensuit donc un destin qui ne lui était pas initialement réservé, et de là une aventure émouvante qui emmène le lecteur s'évader complètement sur cette île pour la lui faire connaître. Voyage du coup. Voilà, en lien pour la lui faire connaître, mais aussi son histoire en lien avec la Révolution française et les droits de l'homme par l'engagement de cette jeune femme pour défendre les droits humains au sens large du terme. Donc, pas mal de recherches historiques, j'imagine. Oui, beaucoup, de nombreuses recherches en effet. Et donc ? Et un fil conducteur malgré tout, une fiction très émouvante qui permet au lecteur de tout de suite entrer dans cette histoire. On doit retrouver dans votre livre les parfums qui exhalent de cette île, de cette belle île de la Réunion. C'est ce qu'on me dit souvent, en effet. Voilà, moi j'y ai vécu 6 ans, donc j'avais à cœur d'y revenir et d'y emmener le lecteur. Et donc ça a été ma façon à moi de le faire. Et puis, du coup, effectivement, j'y ai mis vraiment toutes mes émotions et le lecteur me dit qu'on retrouve complètement la Réunion, l'ambiance de la Réunion. Ouais. Il suffit d'aller sur les marchés à la Réunion.
quand on rentre, c'est fantastique. C'est ça. C'est ça. Donc un roman pour adultes, oui, mais également des livres pour enfants. Voilà, également donc des albums jeunesse. Donc là, j'ai À ce soir, petit homme. Exactement. Donc en fait, c'est un album pour les tout petits. Je souhaitais aussi écrire pour la petite enfance, donc de 2 ans jusqu'à 5 ans à peu près, bon, selon la sensibilité de l'enfant. Celui-ci, À ce soir, petit homme, est conçu pour apaiser donc les angoisses de séparation lors d'une entrée en crèche, en école maternelle. Tout lieu inconnu qui peut inquiéter l'enfant est ici représenté de manière métaphorique par les animaux de la savane. Donc en cette rentrée. Et voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai choisi de le présenter, puisqu'effectivement l'émotion, l'angoisse de ce petit personnage va se dissiper au fil des pages pour se transformer en un moment de joie et de jeu. Voilà. Et donc ça permet de mettre des mots sur des... Avec des dessins de Nina Vincent. Exactement, Nina Vincent, qui est une illustratrice, qui a été formée sur Paris à l'illustration jeunesse et qui est donc parisienne, qui va venir vivre chez nous en Corrèze. Et donc qui a le projet de poursuivre sur cette voie. Très bien. Et donc des romans pour petits et pour grands à retrouver. Donc c'est aux éditions Selfie Édition. Oui. Et c'est pareil. Donc c'est pareil. Voilà. Donc on les trouve à la librairie Cultura à Brive. Sinon, librairie du Parc aussi. La librairie du Parc à Obja, tout à fait, tout à fait. Et donc il y a aussi un site internet Karine Sauvary pour les retrouver. Merci beaucoup Karine. Avec plaisir. Merci pour ces parfums de la Réunion. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Jean-Marie, tu as voyagé à la Réunion. Oui. Maintenant, c'est Geoffrey qui nous rejoint. Geoffrey Lebourg. Alors Geoffrey Lebourg. Pardon, mais c'est notre Benjamin. C'est le Benjamin du salon. Regardez, il est tout jeune et il en est déjà à combien de romans ? J'en ai fait paraître 8. Vous vous rendez compte ? Voilà. 8 romans à son âge. Mais c'est exceptionnel. Moi, quand j'entends ça, c'est comment trouver le temps ? Comment écrire tout ça ? Et comment l'écrire ? Le temps, je l'avais quand même, puisque j'étais en études. Ça a contribué aussi à me laisser ce temps-là. Maintenant que je travaille, c'est vrai que j'ai moins de temps, mais on s'en accommode. Vous dormez pas ? Très peu, mais... mais et puis, une imagination débordante, parce qu'on est sur des romans fantastiques. Oui, fantastique, fantasy, différents courants littéraires dans ces genres-là. Voilà, et là, donc, on est sur les 7 reliques. Le premier tome, qui s'appelle Le Réveil d'Anthropia. Le deuxième va sortir à la fin du mois. C'est exact. C'est ça. Il y en aura combien en tout ? Je me suis lancé sur une très grosse série, là, puisque pour les 7 reliques, je vais faire 7 tomes. C'était aussi un défi personnel. Et donc, je me suis dit comment développer une histoire sur 7 tomes sans jamais perdre de rythme. Pour le moment, j'en ai écrit donc 3. Et je pense avoir plutôt bien réussi. Donc, on va voir pour la suite. Et alors, nous qui avons du mal à écrire une lettre, 7 tomes. J'avoue que j'ai aussi du mal à écrire des lettres. Non, c'est pas possible. Donc, les 7 reliques, on est où ? Qu'est-ce qui se passe ? On est où ? Les 7 reliques, on est donc en Alchimia, ce qui est un monde que j'ai entièrement inventé et cartographié, puisqu'au début du roman, vous avez des cartes. Celle-ci étant donc celle du continent où se passe le premier tome, l'Arboréen, un continent très boisé. Et c'est l'Alchimia, un monde qui a été en paix pendant très longtemps, plus de 400 ans, et qui va se retrouver brusquement confronté au retour d'un prince démon qu'on appelle Anthropia, donc d'où le réveil d'Anthropia. Et pour l'arrêter, la mission va être donnée donc à une jeune orpheline nommée Cordelia de retrouver les 7 reliques divines qui sont dispersées sur les 7 continents de sa planète. C'est une jeune fille qui est juste une citadine, qui n'a pas de pouvoir magique, qui ne sait pas manier une épée, qui n'a aucune propension à l'héroïsme, mais qui va se retrouver projetée bien malgré elle dans cette quête, puisqu'on lui dit tu n'as pas le choix, tu es la seule qui peut y réussir. Et donc à contre-cœur, elle va devoir entamer ce grand voyage. Et une quête féministe aussi, parce que c'est peu courant. C'est vrai. De plus en plus, ça se fait, mais c'est assez récent d'avoir des personnages centraux, des héroïnes. Mais j'ai choisi, moi, même d'aller plus loin, puisque, bien sûr, Cordelia va trouver des compagnons pour l'aider dans sa quête. Et ça va commencer par 2 autres femmes dans ce premier tome. Les garçons n'arriveront que beaucoup plus tardivement dans l'histoire. Et même, il y aura quand même toujours cette attention portée sur le trio féminin, le trio central, Luan, Ember et Cordelia.
justement voilà, pour essayer de faire quelque chose d'assez féministe à mon échelle. Alors quand je vois la carte, quand je vois les dessins, je me dis, est-ce qu'il n'y aurait pas un peu d'inspiration Tolkien derrière? Forcément, oui, c'est facile. Forcément. Je pense que involontairement, tout le monde en fantastique va s'inspirer de Tolkien. C'est vraiment le fondateur de la fantasy moderne. Et voilà, bon, forcément que... Et c'est aussi lui le premier à avoir fait des cartes. C'est vrai que quand on invente des mondes, c'est très important de faire des cartes parce que sinon, à force de donner des noms, les gens ne vont plus savoir comment les situer. Même pour vous repérer. Alors, dans tous les cas, je pense que beaucoup d'auteurs ont leur propre plan. Après, c'est pas tous les auteurs qui vont s'embêter à les faire au propre pour les lecteurs, mais bon, moi c'est vrai qu'en plus j'ai découvert que j'aimais beaucoup faire de la cartographie comme ça. Oui, parce que chaque chapitre est ponctué d'une iconographie qu'on retrouve à travers un QR code aussi. Pas chaque, mais il y en a plusieurs en effet. Vous avez 7 QR codes sur tout le livre. Donc certains sont des pistes audio où je peux expliquer quelque chose en rapport avec l'histoire, et d'autres sont des illustrations que j'ai réalisées de personnages ou de blasons qui sont mentionnés. Qui sont vos lecteurs ? Eh bien, quelle catégorie tout du moins? Il n'y en a pas tellement de catégories en fait, puisque bien sûr le cœur de cible ça va plutôt être les grands adolescents et les jeunes adultes, mais quand on y réfléchit, les livres de Tolkien ont été adaptés il y a déjà plus de 20 ans au cinéma, et donc les gens qui à l'époque avaient 25 ans se retrouvent aujourd'hui à être 45-50 ans. Et je pense qu'ils ont quand même aussi beaucoup gardé le goût de la lecture, et c'est fréquent que des gens me disent je l'achète pour mon adolescent ou pour mon mais je vais le lire aussi moi. Et donc en fait c'est vraiment intergénérationnel. Il y a encore les personnes vraiment du troisième âge qui ne sont peut-être un peu moins attirées, mais voilà, c'est quand même quelque chose qui est assez large, de 10 à 50-60 ans je pense. Oui. Depuis quel âge vous écrivez? Depuis que j'ai 11 ans, il y a donc 14 ans. Ouais, donc plusieurs trilogies sont déjà écrites, c'est ça? J'ai fait paraître 2 premières trilogies, les Chroniques des Gardiens et les Chroniques des Sangs Mêlés, où là c'est ce qu'on appelle de la high fantasy, c'est quelque chose qui va être beaucoup plus proche d'Harry Potter, avec des sortilèges, des créatures fabuleuses à foison. C'est quelque chose de très très divertissant et destiné plutôt à partir de 10-11 ans. Et j'ai donc commencé les 7 reliques d'un côté, et il y a une autre série qui est en parallèle suspendue pour le moment, qui s'appelle les Chroniques du Nouveau Monde. Dans ces 2 séries-là, on a intégré un vrai aspect sur la réflexion, sur la progression du personnage, sa maturité en se confrontant aux réalités du monde, ce qui n'était pas présent sur mes premières œuvres. Et les Chroniques du Nouveau Monde, oui, ça va être une sorte de fable écologique avec un gros aspect culturel. Et pour le moment, pour des raisons d'édition, je n'ai que le premier tome, même si la suite est déjà rédigée. Eh bien, merci beaucoup, Geoffrey Lebourg. Merci. Donc, je rappelle, premier tome des 7 reliques, Le Réveil d'Entropia. Le deuxième, il s'appelle... Oui, pardon. Le deuxième s'appelle La Bouche de l'Enfer, et il sortira le 26 septembre. Eh bien, voilà, tout est dit. Merci à vous. Merci. Jean-Claude Loubière nous rejoint avec des livres concept. Alors, je n'ai... rarement, j'ai jamais vu ça. Il va falloir nous expliquer tout ça. Très original aussi, vraiment. Très original. Donc là, on voit, il y a de tout, forcément. On va commencer parce que je l'ai. Comment tu t'appelles? Oui. Alors? Eh ben, j'ai remarqué qu'il y a des noms d'objets qui sont aussi des prénoms. On connaît tous le Bob, le Marcel, la Jeannette, la Salomé, qui est une chaussure de dame. C'est un livre énigme. La Georgette, qui est une espèce de cuillère-fourchette. Connaissais pas. Là, on joue, c'est un livre énigme en fait. Il faut. Oui, mais bon, il y en a beaucoup plus que ceux que j'ai retenus. Hein. La Maryse, qui est une espèce de spatule qu'on utilise tous les jours. La Micheline, que les plus jeunes connaissent. Moi, je l'ai prise, la Micheline. Oui, moi aussi. La Charlotte, qui protège les cheveux. Et puis la Grosse Bertha. J'ai fini avec la Grosse Bertha. Ouais. Voilà. Et tous ces objets, je les ai mis en face d'une photo ancienne d'une personne qui est censée porter le même nom. Voilà. Alors ces livres concept, comment ils sont créés? Ils sont conçus par mes soins, ils sont imprimés, façonnés par mes soins et diffusés par mes soins. Self-made man. Voilà. On fait tout. Et alors juste dessous... C'est alors roman, il s'appelle? Oui. Est-ce que je vous le passe ou... Je vais essayer de le prendre. Donc parlez-nous-en en même temps. Alors d'abord le format me plaît beaucoup parce qu'on peut le caser dans aucune bibliothèque.
C'est un cadeau empoisonné. Déjà, et puis je suis parti de photos anciennes. Il est 15h30. Oui. Je suis parti de photos anciennes que j'ai trouvées dans une boîte à chaussures au fond d'un placard chez moi. Le papier aussi. Le papier. Le papier est spécifique pour ces photos. J'essaie de trouver un papier qui est conforme au concept de départ. Là, je voulais quelque chose de léger, encombrant mais léger. Et donc, je suis parti de photos de famille. Voilà, alors je vais prendre la première page. Enfin, je reprends le micro, je prends la première page. Racontez-nous un peu. Donc, une photo de famille. Oui, trouvée dans une boîte à chaussures, dans une armoire, hein, comme il y en a dans toutes les familles. Et en plus, ces photos-là disparaissent, évidemment. Comme moi, vous savez que... Des photos du coin Des photos de famille. Oui, des photos du coin, forcément, oui, puisque j'habite le coin. Merci. Et j'ai demandé à un ami d'écrire un texte en regardant ces photos, mais en lui demandant de ne pas forcément coller à la photo, d'écrire autre chose que ce que dit la photo. Voilà. Alors, c'est-à-dire, on raconte une histoire à côté, oui. En parallèle. Mais forcément, on peut retrouver cette histoire dans la photo. Et un code couleur aussi, une couleur différente par page. Oui, la couleur c'est la vie, j'aime bien les choses colorées. Très bien. Donc, encombrant mais magnifique, roman avec un S, parce que donc du coup plusieurs histoires. À partir de chaque photo, on peut commencer une histoire. Hein. Très bien. Mais merci Jean-Claude Loubière de nous avoir parlé de ces livres concept. César Cassarine nous rejoint. Tiens. Merci. On va commencer par L'Art Matrice, un roman. Alors, L'Art Matrice, c'est une dystopie, c'est-à-dire un roman qui se passe dans un futur proche. Oui, parce que vous m'avez dit un utérus artificiel. Voilà. Alors là. Ça met en scène donc les progrès technologiques livrés à la sauvagerie des économistes, on va dire, pour dissocier l'acte de procréer du désir. Et dans cette dystopie, on se rend compte qu'un utérus artificiel, qui est un objet technologique, est piloté par un obstétricien et que ça fait une relation à trois parce que la jeune femme qui est artiste est amoureuse de son ami qui lui aussi est amoureux. Une relation à trois dans laquelle l'obstétricien a des choses à dire qui sont pas forcément ce que veulent entendre les parents. Voilà. C'est un livre de réflexion derrière, un peu philosophique. Oui, c'est ça. C'est l'idée. Donc l'artiste est une femme libre, mais on est dans un monde qui est totalement contraint et où malheureusement il n'y a que les nantis qui peuvent bénéficier de ça, les pauvres étant exclus de ce genre de choses. Donc là, L'Art Matrice, c'est un roman. Il y a également de la poésie avec l'Alpha Bohème. L'Alpha Bohème, donc c'est un recueil inspiré de Loulipo, dont les hommes célèbres sont Georges Perec, Raymond Queneau, etc. Donc qui donnaient des exercices, tout ça. Dans mon recueil à moi, c'est un abécédaire dans lequel j'essaye de mettre en valeur les caractéristiques de chaque lettre, voyelle et consonne. Et le compte est bon. Ça fait donc j'essaye de condenser ça. Ouais. Les chapitres sont les lettres, c'est ça ? C'est ça, c'est les lettres, c'est un abécédaire. Très bien. Voilà. Donc un concept aussi un petit peu, c'est pas est-ce que c'est la poésie c'est un exercice de poésie puisque la poésie quand même ne s'accorde pas beaucoup avec le verbiage. Là, il s'agit de faire court. Oui. Voilà. Très bien, donc l'Alpha Bohème et L'Art Matrice, on retrouve ça chez vous. Merci à vous. Merci. Merci César.
Christine Gauthier-Bravard nous rejoint. Une autre enfant du pays. Une autre enfant du pays. Oui, bonjour. Bonjour Christine. Bonjour Jean-Marie. La croisée des destins. Oh, c'est pas obligé. La croisée des destins. Oui, la croisée des destins. Et un roman historique, c'est que des romans historiques de toute façon. Pratiquement tous, mais j'écris aussi sur notre période actuelle, ou enfin les années 2000. Bon, c'est pas. Mais c'est vrai que j'ai un penchant pour l'histoire. Et là, on est à quelle période? 36-45? Alors, disons que ma façon d'écrire n'est pas peut-être quelque chose que tout le monde aime, mais j'aime beaucoup faire des retours en arrière, revenir à notre époque, refaire des retours en arrière, parce qu'on est plein tous, on est bourré de souvenirs en fait. Hein. Et si j'ai écrit ce roman, ce premier roman, c'est parce que chez moi, dans la famille de mes parents, mon père notamment, mon père était résistant, ses parents étaient résistants. Et puis mon père a été arrêté un beau jour et il a été déporté. Alors donc j'ai toute cette histoire qui m'a fait grandir, quoi, qui m'a. Un passé qui est très présent. C'est un passé très présent, tout à fait. Et d'ailleurs, bon, pour l'anecdote, je suis coprésidente depuis 5-6 ans maintenant du comité ANACRE d'Obja. ANACRE, c'est Association nationale des anciens combattants de la résistance. Voilà. Bon. Et j'ai eu envie de parler de cette... C'est l'histoire familiale? C'est une histoire familiale, oui, mais je ne fais pas... Au revoir. C'est une amie de la NACRE. J'ai aussi inventé, hein, j'ai fait un travail de romancière, si on peut dire. Hein. Mais je me suis beaucoup inspirée, oui, de ce qui s'était passé chez mes parents, enfin mes grands-parents surtout. Donc à la croisée des destins, et vous nous présentez aussi Céleste 14. Alors c'est complètement différent. Différent. Céleste 14, bien sûr, elle aussi va traverser les guerres, celle de 14-18 et celle de 39-45, mais dans d'autres conditions. C'est l'histoire d'une jeune petite fille qui naît à Coussac-Bonneval, donc en Haute-Vienne, pas très loin de chez nous, et qui va perdre sa maman très tôt. Et ce sont des cousins qui vont la recueillir et l'élever. Comme ça se passait beaucoup au 19e cette époque-là, parce que là, on est à quelle époque? On est 19e, elle est née en 1867, Céleste. Et voilà, puis un beau jour, elle va découvrir Paris pour une raison très, très spéciale. Elle découvre Paris et elle dit, c'est tellement beau Paris. On est au début des années 1900. C'est tellement beau, je ne veux plus revenir en Limousin. C'est terminé, je veux plus. Et elle aurait fait son petit caprice. À cette époque-là. Oui. Ouais. Et puis bon, c'était quand même différent aussi. Et elle va avoir un destin assez spécial puisque elle va se marier une première fois, son mari meurt, bon c'est pas grave. Et puis après elle va rencontrer, elle va apprendre à danser, elle va danser le French cancan, elle va lever la jambe et donc elle est belle comme un cœur et tous les hommes fondent d'amour pour elle et notamment Alexandre XIV qui va être son deuxième mari et qui lui est galeriste. Et donc, elle va découvrir la peinture. Donc, une très belle aventure à découvrir. Oui. Céleste 14. Merci à vous, Christine Gauthier-Bravard. C'est moi qui vous remercie. Bonne fin de journée à tous. Merci. Et notre dernière invitée, Annie Morand, nous rejoint. Annie Morand nous rejoint. Bonjour, pour Annie. De la couleur. Alors... C'est de la poésie, c'est une nouvelle et c'est une chanson. Il y a de tout là-dedans. Ah oui, c'est une chanson. On va une chanson alors. Oui. Eh ben on va terminer en chanson alors. Allez. Alors donc ce petit recueil de poésie, oui, il est né pendant le confinement et il a la particularité par rapport aux 3 autres que j'ai écrits avant. Il a une nouvelle, ma première nouvelle, une nouvelle à l'eau de rose pour les filles, mais les messieurs peuvent la lire aussi. Hein. Voilà. Et aussi cette fameuse chanson
Bon, c'est une poésie avant tout, et je l'ai appelée chanson pour les cons. Mais j'ai pas écrit con, j'ai mis un C et des petits points parce que ils se reconnaîtront. Je voudrais pas. Voilà, on peut dire ça. Oui. Voilà. Alors j'ai écrit celui-là, et aussi Lily. Lily, les grandes vacances de Lily. C'est une histoire de confinement là aussi. Hein, c'est voilà, c'est le. Pour les plus petits. C'est pour les petits, voilà, parce que j'avais un premier Lily. Et ben, c'est une suite. C'est pas une histoire, c'est un constat, voilà. Et avec ils sont enfermés, voilà. Et des dessins d'Aurore Buisson. C'est ça. C'est une jeune femme qui est de Limoges. Il en a fait faire ce confinement. Oui. Hein, le confinement. Une fois qu'on a fini le ménage, ranger les placards, faire tout ce qu'on n'avait pas le temps de faire avant, et bien après, il faut bien s'occuper quand même. Hein. Alors voilà. Très bien. Et ben voilà, parfait. Merci. On retrouve tout ça sur votre stand. De la couleur, les grandes vacances de Lily, il y en a d'autres aussi? Oui, il y a 4 recueils de poésie. Il y a d'autres recueils de littérature jeunesse, voilà. Voilà. Et ben tout ça à découvrir. Merci Annie Morand. Eh ben je vous remercie et bonne fin de journée. Merci. Jean-Marie, nous avons pu découvrir les 18 auteurs convoqués ici pour cette troisième salon. Troisième salon, effectivement. Alors, beaucoup de mélange des genres, hein, comme j'avais dit en introduction. On a de tout. On a vraiment des talents qui sont représentés là cet après-midi dans cette belle journée ensoleillée à Vars. Et alors, on est donc à Vars, il y a un peu de monde. Comment ce salon, quel bilan tu peux donner là à cette heure-là, 15h40? Il est 15h40. Bien, je pense que là, on a déjà eu pas mal de visites et on va en avoir d'autres. Hein. Généralement, c'est ce qui se passe. La foule arrive sur les coups de 15h30, 16h. Voilà, jusqu'à la fin, il va y avoir du monde qui va se présenter à Vars. Bon, il est encore un peu tôt, hein. Donc un peu tôt, et puis il fait chaud. Il fait bon. Il fait bon. Nous, on est sur les arbres, on a la chance, il fait très bon. On a de la chance, on est à l'abri. Oui. C'est le comité des fêtes qui organise ces rencontres. Que fait le comité des fêtes le reste de l'année? Alors, le comité des fêtes de Vars-sur-Rosée, il fait beaucoup de choses. Alors, on fait des fêtes traditionnelles. Je pense au marché de Noël qui aura lieu prochainement, le 11 décembre. On fait une fête de l'automne. Alors, cette fête de l'automne, elle a lieu début novembre. Et la particularité, c'est que on fait venir des exposants, des artisans, des commerçants. Mais nous-mêmes, le comité des fêtes, on va fabriquer du jus de pomme. Donc oui, absolument. Du jus de pomme là ici sur la place. Du jus de pomme là sur la place. Voilà, on a un pressoir, on a tout ce qu'il faut, on a les bouteilles et on va fabriquer du jus de pomme. Bon, c'est notre fête de l'automne. On fait un troc des plantes, on fait une fête votive au mois d'août, hein, le premier week-end d'août. Et d'ailleurs, elle a eu lieu il y a une quinzaine de jours. On a fait un repas là où, à l'endroit où on est, il y avait 120 personnes qui sont venues dîner, qui ont assisté à un repas dansant. Mais on ne fait pas que ça, parce que quand j'ai été élu président de ce comité des fêtes, je me suis dit, il faut faire toutes ces fêtes traditionnelles, c'est important pour les villages, ça permet de vivre. Mais on va faire aussi autre chose. Et ce autre chose, on a commencé par un salon du livre. 1 fois, 2 fois, 3 fois, ça marchait. Donc on continue. Je me suis dit aussi, il faut faire venir la culture. La culture, on va la faire venir là. On a une salle des fêtes. Donc qu'est-ce qu'on a fait? J'ai contacté des troupes de théâtre. Et les troupes de théâtre, elles viennent faire leur représentation. À Vars, on fait plein de choses. La prochaine manifestation, c'est au mois d'octobre. Au mois d'octobre, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une soirée cinéma et on va faire une soirée théâtre. Voilà, on va projeter un film qui a été réalisé grâce à vous, par Corrèze Télévision, qui a été écrit par la Société des Amis d'Ayen, qui s'appelle Si Ayen m'était compté. Donc on va projeter ce film qui raconte l'histoire d'Ayen depuis l'an 800 jusqu'à aujourd'hui. Votre serviteur est déguisé en templier et raconte, avec l'aide de narrateurs, raconte l'histoire d'Ayen. On fera aussi en deuxième partie ou en première partie, on n'a pas encore fixé, on fera une représentation théâtrale avec la troupe de Père Pezac Leblanc. C'est une troupe d'amateurs. Nous avons joué une pièce qui dure
1h15. Et donc nous la représenterons, nous la jouerons ici à Vars pour les habitants de Vars et les alentours de Vars. Voilà, on parlait tout à l'heure avec une des autrices d'un petit village qui se meurt. Vars, avec ses 400 habitants, ne se meurt pas? Eh ben, je sais pas s'il se meurt pas, mais on essaie en tout cas à ce qu'il ne se meure pas. Et c'est beaucoup d'énergie pour mobiliser, pour faire venir, pour animer. Voilà, donc on a la fraîche, on a la frite, on y croit toujours. Donc on continue. Hein, il faut que ça perdure. Donc prochain rendez-vous le 22 octobre. Le 22 samedi 22 octobre, à partir de 20h, une soirée cinéma, une soirée théâtre, encore une fois pour s'amuser, pour rigoler, pour apprendre, pour être ensemble, pour que le village se retrouve ici sur cette place ou dans cette salle des fêtes. Et bien le rendez-vous est pris, voilà, ainsi s'achève cette émission. Le salon lui continue jusqu'à 18h. Il continue jusqu'à 18h, oui, tout à fait. Alors merci à tous les auteurs d'avoir joué le jeu. Alors je sais que parfois 3 minutes c'est un peu short, mais bon, oui, c'est l'idée. C'est l'idée, voilà. Juste une dernière chose, si vous me permettez. Ouais, je voudrais remercier le restaurant Le Roset, Chantal, que je vois là-bas, qui a assuré l'intendance gustative pour tous nos invités des auteurs et autrices. Et grâce à elle, on est en direct. Donc merci Chantal. Voilà, merci Chantal. Je voudrais aussi remercier, je les vois au fond là-bas, les éditions Montlimousin. Ils m'ont pas entendu, mais les éditions Montlimousin, vous avez vu, il y a des auteurs qui sont chez Montlimousin. Eh bien, Montlimousin est aussi un partenaire dans la sélection des auteurs qui sont présents à ce salon. Donc, merci à eux, ils sont à Limoges, édition Montlimousin. Mais merci Jean-Marie, je remercie Chantal aussi, Josie de la librairie du Parc. Je remercie également Antoine à la régie. J'espère que tout s'est bien passé et que tu es aussi d'attaque pour une prochaine émission. Je remercie Gérard pour ce tout s'est bien passé. C'est pas mal. Et nous avons parlé de livres toute la journée. Moi, j'aimerais juste aussi parler d'un livre sur un nouvel auteur régional qui s'appelle Daniel Mals, qui sort son premier roman à la fin du mois qui s'intitule L'éveil des rêveurs. Donc voilà, je vous laisse aller regarder. Merci à tous. On vous donne rendez-vous très prochainement sur Corrèze Télévision pour d'autres émissions. À bientôt. À bientôt. Merci.